Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la reprise de Pékin Express. Donc ne faites pas attention au petit plaid, hein, c'est le week-end, donc voilà, je profite pour bien me reposer. Parce que j'ai passé ma semaine à enregistrer des tops, des flops et tout ça, hein, qui m'ont pris, je pense, pas loin de 10 heures d'enregistrement pour le tout, hein, bien entendu. Donc voilà, là c'est mode repos, on parle de Pékin Express. Alors, pour cette vidéo spécialement, on va parler de trois sujets. Et par la suite, sur les deux Pékin Express, on abordera deux choses à chaque fois. Donc aujourd'hui, on va parler d'abord de la Star Academy, donc expliquer pourquoi je ne fais plus de vidéos Star Academy. Euh, et ça tombe bien que Pékin Express ait repris quasiment en même temps parce que euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai failli lâcher Pékin Express il y a à peu près deux-trois saisons. Je sais plus exactement laquelle, mais je crois que c'est celle où il y avait mince, le patron Céline et mince, j'ai oublié le nom du patron, enfin bref, vous voyez le duo. Je crois que c'était dans cette saison-là, ou peut-être la précédente, bref. Ensuite, on parlera du premier épisode de La Route des Tribus légendaires. Et ensuite, parce que pour une fois, le concept qui vient après l'épisode de Pékin Express, je le trouve plutôt intéressant. Donc, je vais le regarder à chaque fois. Et du coup, dans chaque review, il y aura la review de l'épisode de Pékin Express et la review de je crois que c'est qui peut battre Raya et Louison. Voilà, parce que encore avant le Pékin Express itinéraire bis, je trouvais ça intéressant, mais j'ai jamais trop suivi plus que ça. Le truc, ça finissait tard, donc moi je regardais pas. Et à l'époque d'itinéraire bis, je regardais pas trop en replay, en genre je regardais ça avec ma famille quand je rentrais là-bas. Et ensuite, là, le concept de la dernière saison, de foutre des gens devant une télé et discuter de ce qui se passe, bon, personnellement, moi, ça m'intéressait pas, donc j'ai jamais regardé. Mais là, je trouve le concept intéressant et on reviendra dessus plus tard. Donc, d'abord, pour la Star Academy, pourquoi je ne fais plus de vidéos dessus? Bon, il y a plusieurs éléments, mais principalement, il y a déjà eu les vacances, qui fait que pour les vacances, je suis parti dans ma famille, et du coup, il y a au moins deux épisodes, ou trois, enfin deux ou trois primes, qui sont sortis pendant cette période-là. Ce qui fait que moi, personnellement, j'avais autre chose à faire que regarder la Star Academy. Déjà, bon, je profitais un peu de ma famille, parce que ma famille, je la vois très très rarement. Ils ont beau habiter à 1 heure de route, je les vois à peine 4 jours, allez, on va dire 5 jours par mois, si on rentre le fait qu'en général je rentre le vendredi soir, donc si on compte qu'il y a deux vendredis soirs, on peut cumuler quasiment ça en une moitié de journée. Bref, on va dire, allez, globalement, quand il n'y a pas de vacances, je vois ma famille 5 jours par mois, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et en plus, quand j'y vais, je suis même pas sûr de voir ma famille parce que ils peuvent travailler le week-end, la semaine, ils peuvent travailler à n'importe quel moment. Parce que dans le monde du handicap, c'est comme ça. Euh, et du coup, ce qui fait que je vois peu ma famille. Donc là, j'ai des vacances de Noël qui étaient assez conséquentes. Donc j'en ai profité pour passer pas mal de temps avec ma famille, même si effectivement, des fois mon frère il travaillait, des fois ma mère travaillait. Donc à chaque fois, je profitais de l'un ou l'autre en fonction du temps. Euh, et du coup, ça fait que j'avais pas forcément envie de faire des vidéos à ces moments-là. En plus, Star Academy, ça intéresse ni ma mère ni mon frère, donc j'allais pas non plus les forcer à regarder des trucs qui n'avaient pas envie. Voilà. À côté de ça, j'ai eu mon problème avec mon ordi qui aujourd'hui est réglé, donc c'est très très bien. Mais ce problème-là est tombé en plein milieu des vacances de Noël, donc mon chargeur qui ne fonctionnait plus, donc ordi qui ne s'allume plus. Donc déjà c'est très chiant pour créer du contenu parce que tout ce qui me sert de création était dedans. Donc voilà, déjà ça m'a mis un petit coup au moral, ça m'a moins donné envie de créer parce que je me dis là je perds toutes mes habitudes, enfin j'ai dû me réadapter à travailler avec un seul ordi. Ça peut paraître con comme ça, mais pensez juste aux habitudes que vous avez au quotidien et que d'un coup, une de vos plus grosses habitudes, on vous l'enlève, vous devez vous réadapter à une nouvelle façon de vivre, vous allez voir que même sur des trucs vraiment tout cons, ça fait quand même la différence, c'est quand même très chiant. Donc déjà, il y a tous ces aspects-là qui fait que, voilà, l'aspect créatif, voilà, j'avais un peu moins envie de créer, puis de toute façon, je pouvais plus parce que
tout mon planning de vidéos, bah du coup je l'avais plus. Donc je savais plus ce que j'avais à créer, puis la Star Academy, bah voilà, j'étais en vacances, j'avais la tête ailleurs. Et surtout, la plus grande chose, enfin les deux éléments qui font que j'ai arrêté, bah, qui sont plus ou moins liés, c'est que déjà la Star Academy, je trouve que c'est un programme intéressant, mais qui n'est pas toujours très très bon. Je m'explique, c'est que le fait que ce soit un concours de chant, je trouve ça cool. Parce que j'adore la musique, hein, j'ai une chaîne où je fais des reviews, enfin des reacts à de la musique et tout, et franchement j'adore ça. Mais avec la Star Academy, déjà, ce que j'aime pas trop, c'est que du coup on nous dit il y a un standard dans la musique, celui-là il est meilleur que les autres. Parce que si on nous. Parce que du coup, quasiment tout le monde, on leur dit vous devez chanter comme ça, avec des grosses high notes et machin et tout. Et bah moi c'est pas comme ça que j'envisage la musique. J'envisage pas la musique en mode bah, les vocalistes est forcément meilleur que le rap ou que les autres styles de chant. Et avec la Star Academy, t'as vraiment cette impression où si tu vas être bien noté, que tu veux rester longtemps dans la voiture, il faut absolument que tu te conformes à ce style de chant. Alors forcément, après, quand tu auras des contrats avec des labels et tout, les artistes pourront faire ce qu'ils veulent, mais déjà, moi, ça me dérange qu'il y ait ce standard-là. Mais ça m'empêche pas non plus d'apprécier le show, parce qu'il y a toujours des trucs un peu particuliers, avec des thématiques bon, qui sont pas ouf, enfin, c'est pas qu'elles sont pas ouf, mais par exemple, la thématique comédie musicale aurait pu être incroyable, sauf que bah, en fait, ils ont pas respecté vraiment le thème, et au final, bah, c'était nul. Mais ils essayent quand même, voilà, d'apporter des trucs plutôt sympas. Euh, à côté de ça, le show est très très long, pas toujours logique, hein, voilà, genre par exemple, t'as des épisodes où les nominés, t'en as un qui va se défendre en début de show, l'autre au milieu de show, et puis voilà, ça tourne. Des fois, les deux se défendent qu'en fin de show, des fois, ils se défendent, tu sais pas trop à quel moment. Enfin bref, je veux dire, il n'y a pas une structure claire. Je veux dire, par exemple, quand tu regardes koh c'est clair, c'est tu commences, on est sur le camp, on parle de l'éliminer avant. Je parle d'un épisode où on est déjà entamé. Donc voilà. Ensuite, on fait l'épreuve de confort. On revient sur le camp. Enfin, on voit les gens profiter du confort aussi, pour ceux qui ont gagné. Ensuite, épreuve d'immunité. Retour sur le camp. Conseil. Et l'épisode est fini. Et avec cette structure-là, du coup, on se sent à l'aise, on se sent bien, parce qu'on connaît la structure, on sait comment ça marche, et on est bien. Pékin Express, c'est exactement pareil. Il y a une structure qui est tout le temps là. C'est-à-dire que ta structure, à part pour la finale demi-finale, mais ça reste à peu près le même principe avec les courses, les habitants, tout ça. Mais Pékin Express, c'est la même chose. C'est on commence, on a la première partie de course pour se qualifier à l'immunité, partie chez l'habitant, immunité, deuxième partie de course pour, enfin, pour que le gagner l'étape, ensuite duel final et c'est fini. Et là pareil, à chaque fois il y a des variants, comme pour koh il y a plein de variants et tout ça, mais un épisode garde à peu près sa même structure. Dans la Star Academy, du coup, il n'y a pas de structure claire. C'est-à-dire que tu regardes un prime un jour, tu regardes un prime un autre jour, la structure elle a totalement changé, en fait t'es un peu perdu, du coup tu peux pas vraiment voir dans le temps à quel moment tu peux être dans l'épisode parce que bah du coup la structure est jamais la même. Et en plus, bah, comme c'est long, qu'il y a beaucoup de blabla et tout ça, bah des fois franchement tu te fais un peu chier, hein, faut le dire. J'ai beaucoup de respect pour Nikos Aliagas qui fait un très bon travail d'animateur, mais quand on vient pour la Star Academy, on vient pour voir des gens chanter. En plus, les petits replays sont pas toujours les plus intéressants, même si j'aime beaucoup, comment il s'appelle ça, le Star Remix, là, où je sais plus comment il s'appelle ça, où il y a tous les moments un peu drôles, ça j'aime bien. Mais tous les autres trucs sont pas toujours les mieux. Après, mon plus gros problème en tant que spectateur, c'est les profs qui sont jamais honnêtes en prime, ça veut dire que en prime, ils disent des choses toujours très positives avec le public autour d'eux, et une fois qu'ils sont au château, ils défoncent les élèves. Alors, c'est pas systématique, mais ça arrive quand même très très souvent. Et même, il y a un épisode, après, quand j'ai relu mes notes, je fais oh putain, je vais te parler de ça dans ma vidéo. Mais il y avait quand même eu un cas où tu as une prof dans un prime, avait critiqué, enfin, non, elle avait pas critiqué, justement, elle avait dit que la danse était plutôt sympa, il y a des trucs à retravailler, mais que la danse, globalement, elle était cool. Quelques semaines plus tard, ils font un autre prime avec de la danse, et là, elle dit, ouais, comparé à la dernière fois où c'était de la merde, là, tu fais, mais
du coup, pourquoi tu leur as pas dit directement la première fois que ce qu'ils avaient fait c'était de la merde? Pourquoi t'attends plusieurs semaines que c'est passé, machin, pour leur dire que c'était de la merde la première danse? Bref, en tout cas, moi les profs, je les déteste. Voilà. Et quand je dis que je les déteste, ça veut pas dire que je vais aller les harceler, je déteste les personnes qui sont. C'est juste que je trouve qu'ils sont mauvais, ils sont pas bons, ils sont pas honnêtes. C'est voilà, c'est alors peut-être que au château pendant les quotidiennes, peut-être que là, ils sont vraiment bons pour les aider, tout ça. Alors ça, j'en doute pas. Mais je trouve que sur les primes, pour faire des commentaires et les aider à s'améliorer, je trouve que là, ils sont nuls. Parce que pour des gens comme moi qui regardent que les primes et qui aimeraient également entendre un peu les conseils qu'il peut y avoir pour s'améliorer et tout, bah là, c'est pas le cas. Il y a que dalle, c'est juste, voilà, on fait de la lèche pour faire plaisir au public, parce qu'on veut pas froisser les artistes ou le public, parce que bah, tu sais que le public de la Star Academy est méga toxique, et ça, c'est le plus gros point dont on va revenir. Euh, c'est que bah, du coup, en fait, ils font tellement gaffe à ce qu'ils disent que bah, en fait, ils font bah, les interventions des profs sont nulles. Elles ont aucun sens. Et voilà, on te dit que c'est bien. Puis une fois qu'on est proche du public, d'une majorité du public, et ben là, hop, pouf, on descend les étudiants. Et puis en fait, même eux, les étudiants, ils doivent pas comprendre. Parce que sur scène, on leur dit ouais, ouais, c'est très bien, c'est très bien. Et puis le lendemain, on dit ouais, en fait, c'est de la merde ce que t'as fait hier. Mais même eux, ils doivent pas comprendre ce qui se passe dans leur tête au bout d'un moment. On se dit, mais pourquoi ils réagissent comme ça? Enfin bref. Donc déjà, moi, c'est tout ça, déjà, ça fait que bah, la Star Academy, ça fait que c'est un beau programme parce que ça permet à des jeunes artistes bah, de se propulser, de pouvoir avoir des contrats, de se développer une carrière, et ça, c'est très respectable. Et même l'émission en elle-même est plutôt pas mal, elle est plutôt good vibes et tout, et c'est plutôt pas mal, on a des très belles reprises et tout. Franchement, moi j'ai encore en tête des belles reprises de Marguerite, de Julie et tout ça. Mais ce qui, au bout d'un moment, m'a un peu dégoûté et qui fait que j'ai arrêté, c'est le public. Le public de la Star Academy est juste horrible. Pour deux raisons. Déjà, c'est que dans la mécanique du jeu de la Star Academy, le fait que le public ait du pouvoir sur qui on garde, ou et globalement bah, qui on élimine, hein, parce que souvent le public il crache à la gueule des candidats qui font le choix en dernier de qui va rester ou partir. Parce que, pour ceux qui ne regardent pas la Star Academy, en gros, quand tu votes, enfin, quand il y a les nominés au début, ils sont trois. Donc il y a le public qui en sauve un. Et ensuite, les élèves, chacun vote pour l'un ou l'autre, celui qui préfère voir venir. Et en général, bah, ils sont tous assis, et puis bah, c'est le premier qui donne une voix à quelqu'un, et puis le deuxième, machin. Et puis c'est toujours le dernier qui, sur les réseaux sociaux, prend cher parce que c'est celui qui a donné, enfin qui a sauvé quelqu'un en dernier, enfin du moins qui a mis le point final pour sauver quelqu'un, et du coup bah, l'élimination de quelqu'un d'autre, et du coup cette personne-là, en général, se fait défoncer sur les réseaux parce que bah, c'est lui qui a fait le choix final, alors que bah, déjà il y a plein d'autres personnes qui ont voté avec lui, c'est pas un vote qui a sauvé quelqu'un, et en plus le public oublie quand même que ben s'ils avaient voté en masse pour la personne qui a été éliminée, bah du coup il aurait été sauvé un peu plus tôt, il aurait pas été éliminé, donc vous pouvez aussi vous en vouloir à vous-même au lieu de juste aller agresser les gens sur les réseaux sociaux, enfin bref ça n'a aucun sens. Et en fait en donnant autant de pouvoir au public, et ben, on se retrouve avec une saison très particulière où en fait tous les gens talentueux sont dégagés. Alors il y a les gens talentueux et il y a les femmes. Parce que ça c'est un gros problème avec cette saison que moi j'ai pas aimé, c'est que déjà on a viré Emma qui a été plus talentueuse que les autres personnes avec qui elle était nominée. On a viré Julie qui était très talentueuse, on a viré Marguerite qui était très talentueuse, et là on garde un Charles, alors qui, à mes yeux, a fait la meilleure progression, ça je peux pas le nier, mais qui est à côté de Marine et Bonnie, Franck. Alors, je sais que Charles a été éliminé en demi-finale contre Marine, mais je veux dire, le mec a quand même été en demi-finale, alors que t'avais au moins Julie et Emma qui étaient beaucoup plus talentueux que lui. Et en fait, juste parce que le public, voilà, ont décidé que c'était comme ça, bah du coup, on subit des éliminations de gens hyper talentueux, on garde des gens beaucoup moins talentueux, et puis on se retrouve avec des primes bah, qui sont ennuyeux, en fait, qui sont pas si cool que ça. Et c'est très dommage. Et puis il y a aussi eu tous ces arguments de oui, il faut éliminer les femmes parce que sinon il n'y aura pas d'hommes plus tard. Ben non,
la Star Academy, c'est une émission de chant où on est censé créer la prochaine star de la musique, enfin peut-être pas de la musique, mais en tout cas qui sort de l'école. Donc si les femmes sont plus talentueuses que les hommes, moi j'ai envie de dire que dans la majorité, c'est vrai que les femmes, à part Franck qui est vraiment très talentueux, bah, les autres hommes, effectivement, oui, ils sont en dessous de la plupart des femmes. Donc pour moi, voir une finale avec que des femmes, je m'en bats les couilles. Si on avait une finale, enfin une demi-finale où d'un coup on avait Ebony, Marine, Marguerite, Julie, Emma, alors je sais que c'est du 2 contre 2, donc forcément ils peuvent pas être 5, mais je veux dire, si on avait été jusqu'à avoir que ces 5-là, enfin 4 de ces 5-là à la fin, pour moi c'était normal, c'était les plus talentueuses. À la limite, on aurait pu en changer Emma par Franck, mais voilà. Et en fait, le public a tout gâché, parce que le public, et même les artistes en eux-mêmes, hein, on en a vu des mecs qui votent, bon, moi je vote pour lui, juste parce que c'est un mec, voilà. Alors on a eu déjà le coup au tout premier Prime, où Maya s'est fait éliminer, juste parce que Paul avait eu un message très politique, LGBT et tout, et moi à nouveau je trouve ça dégueulasse, alors je m'en fous qu'il soit LGBT, voilà, qui vive sa life comme ça, c'est très bien. Mais ouais, encore une fois, on est dans un concours de chant. Donc tu peux pas sauvegarder quelqu'un juste parce qu'il est LGBT. Non, tu dois le sauvegarder parce que tu trouves qu'il chante mieux. C'est tout. Ou qu'il interprète mieux, qu'il danse mieux, selon les règles du jeu. Mais tu peux pas te dire, bon, bah, je garde lui parce que son message LGBT, je le préfère à quelqu'un dont je dis qu'en plus qu'elle chante bien, mais parce qu'elle a pas de message féministe ou LGBT, bah du coup elle dégage. Et ça déjà c'était chiant. Et après on a refait la même en mode oui mais si on garde pas les garçons, bah on aura que des femmes à la fin. Bah oui mais les femmes sont plus talentueuses donc on est censé garder des femmes à la fin. Enfin c'est logique. Bref, déjà tout ça moi ça m'a dégoûté, toute cette mentalité qu'il y a du coup comme ça entre garder des gens parce qu'ils sont LGBT, garder des gens juste parce que ce sont des mecs. Mais non, on est dans un concours de chant. On veut garder le plus talentueux. Ou la plus talentueuse. Parce qu'ici, clairement, les femmes sont plus talentueuses que les mecs. Bah, c'est comme ça. On peut pas juste se dire après on garde des gens pour d'autres critères que le critère de base, la musique. Et déjà, moi, c'est un truc qui m'a saoulé au fil du temps. Et après, quand on a commencé à voir l'émission de Julie, de Marguerite, quasiment à la suite, alors je me suis dit, ouais, allez, ils vont se faire foutre. Le public, il nous garde des Charles jusqu'à je sais pas quand, alors que le mec est beaucoup moins talentueux que ces filles-là. C'est bon, moi, ça me saoule. Et surtout, l'élément qui m'a le plus saoulé, et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, où vous avez déjà beaucoup d'exemples, c'est la haine sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand moi je regarde un programme sur internet, alors à part les trades, parce que les trades, j'avoue que j'ai découvert ça d'un coup, c'est très court et du coup, bah, je sais pas trop comment est la communauté sur Facebook, parce que moi je suis que sur Facebook et Instagram, les chaînes de M6 et TF1. Euh, mais ou sur Facebook, c'est même des groupes par rapport au groupe koh groupe Pékin Express, groupe machin. Comme je l'ai dit, par rapport à Pékin Express, il y a quelques années, j'ai une saison qui était en plus très cool, parce qu'en fait, Pékin Express, c'est tout le temps cool. En fait, c'est tellement dynamique, tu voyages en plus, t'as de la culture et tout. C'est tellement incroyable que l'émission, en fait, peu importe ce qui se passe, en fait, tu kiffes. C'est rare d'avoir des épisodes de Pékin Express qui soient vraiment mauvais. Là où tu peux beaucoup plus en trouver du côté de koh ou de la Star Academy. Et le truc, c'est que moi, le public m'avait miné mon moral sur Pékin Express, parce qu'en fait, il y avait que de la haine de déverser sur Internet. Alors, il y avait de la haine à l'époque d'Étienne, alors qui, personnellement, je déteste Étienne, mais j'en suis pas au point d'aller l'insulter ou quoi que ce soit. C'est juste que j'aime pas ce qu'il a fait à Vanessa. Encore aujourd'hui, moi, je trouve que c'est dégueulasse qu'on l'ait ramené pour faire de l'audience après ce qu'il a fait à sa partenaire. Alors effectivement, on a vu que pour l'émission qui peut battre Louison et Riyad, que Vanessa et Étienne vont reformer leur duo, donc c'est-à-dire qu'ils ont dû pas mal en discuter, qu'il doit plus avoir, enfin qu'ils doivent bien s'entendre et tout maintenant. Mais ça n'empêche pas que pour moi, ce qu'il a fait, c'est dégueulasse, et qu'en plus, quand on a décidé de le ramener lui et pas Vanessa à l'époque où il devait sauver Nathalie et Angie, bah moi je trouve ça dégueulasse. Mais bon, c'est mon avis personnel. Mais tout ce que moi j'ai vu, la haine, il y en avait énormément sur les réseaux sociaux à l'époque d'Étienne. Et je trouvais ça horrible de voir ça. Parce que moi je me disais, je l'aime pas, mais c'est pas pour ça que je vais aller l'insulter ou quoi que ce soit. C'est, voilà, je l'aime pas.
et c'est tout. C'est comme ça. Et pareil, des commentaires moi qui me saoulaient, c'est que souvent j'aime bien les binômes de gens très proches. Et je crois qu'à l'époque, il y avait deux sœurs ou un truc comme ça que j'adorais, qui étaient très très fortes et qui de mémoire avaient gagné pas mal d'étapes au début d'affilée. Et puis bon, ensuite elles sont un peu cassées la gueule et elles ont été éliminées. Mais vraiment, ces meufs-là, elles prenaient pareil une haine de fou sur Internet, et très souvent c'était par les vieilles femmes de 50 balais là sur Facebook, voilà, qui faisaient les grosses rageuses, à les insulter, à critiquer leur beauté. Alors Sinisia et je sais plus comment s'appelait sa binôme, pareil, il y a une époque, elles avaient pris très très cher et tout. Et en fait, moi, tout ça, à l'époque de Pékin Express, que je crois que les filles dont je parle, les deux sœurs, ou je crois que c'est Sarah et quelque chose, enfin bref, je sais plus trop, je crois que c'était dans la saison d'Angie et Nathalie, si je dis pas de bêtises. Bref, c'était un bordel quand on a annoncé qu'Étienne allait revenir, c'était le feu sur Facebook. Bon, après, comme le mec a sauvé Angie et Nathalie, d'un coup, tout le public est en mode ah bah finalement on adore Étienne. Tu fais quoi? Il y a une semaine, quand vous avez su que le mec allait revenir, vous étiez en train de l'insulter comme il n'y a pas. Et d'un coup, vous êtes là en mode ah bah tiens, on l'adore finalement, Étienne, parce qu'il a sauvé le binôme qu'on adore. Vous êtes vraiment une bande d'abrutis en fait. Je comprends pas. Alors c'est très bien que du jour au lendemain, ils ont arrêté d'harceler Étienne. Mais tu te dis, mais comment le cerveau de ces gens-là, il fonctionne? C'est vraiment, tu dis, un jeudi soir, ils sont en mode ah, des rageux, l'autre enculé, machin, il va revenir et tout. Et le jeudi de la semaine après, c'est oh Étienne, je l'adore, il est incroyable, il a sauvé Nathalie NG. Tu te dis, mais comment le cerveau il peut autant vriller en 7 jours, quoi? Enfin, je comprends pas. Pourtant, j'adore Nathalie et NG, hein, je les ai beaucoup défendus, même si c'était pas mon binôme préféré, parce qu'il y avait beaucoup de très bons binômes dans leur saison. Euh, Mais je comprends pas comment les cerveaux des gens fonctionnent, hein. Vraiment, il y a des trucs qui vont pas pour moi. Et en fait, tout ça, ça fait qu'en fait, la saison, moi, je l'ai très mal vécue. Parce qu'en fait, je voulais juste partager pour moi cette passion avec les gens sur Facebook. Et je me suis dit, Pékin Express, comme c'est un bon programme d'aventure, tout ça, qui a pas forcément de mauvaises choses. Alors oui, tu peux avoir un Riyad, comme on a vu dans sa première saison, où il bloquait la voiture à l'époque du drapeau rouge, parce que ça l'avait un peu vexé de se prendre un drapeau, un coup de drapeau. Il y avait eu, bon, je sais plus quoi, là, les filles, Sinisia, Rosemary Sinisia, voilà, qui voilà, avaient promis des trucs à un gars. Au final, on sait pas si elles l'ont vraiment fait, du coup, ça avait jeté de la haine sur Internet. Enfin bref, il y a des petits trucs comme ça, voilà, qui peuvent ressortir, mais en soi, à côté de koh où il y a la stratégie, tu te dis, voilà, c'est quand même gentil, Pékin Express. Voilà. Et, euh, et en fait, quand j'ai vu toute cette haine, mais moi, ça m'a miné le moral. Vraiment, dès que quelqu'un, par exemple, faisait un bon commentaire, je sais pas, quelqu'un faisait un bon commentaire pour dire oh, moi j'adore Yad et Louison, machin, t'avais forcément une tonne de gens qui en dessous allaient. Alors, moi, j'ai pas vu, j'étais plus sur les groupes Pékin Express à ce moment-là, mais c'est pour donner un ordre d'idée. Mais là, après, t'avais une tonne de commentaires qui défonçaient les mecs, mais tu dis, mais en fait, c'est quoi le but de ce groupe? C'est de partager la passion de Pékin Express ou juste de dégommer les gens? Faudrait savoir. Sinon, mettez le groupe, hein, dégommer les aventuriers de Pékin Express, hein, allez plus vite à l'essentiel, hein. Et du coup, j'ai quitté les trucs, et c'est vrai qu'une fois que j'ai quitté les groupes Facebook liés à Pékin Express, j'ai passé un meilleur moment en regardant les saisons suivantes. Et la Star Academy, c'est exactement pareil. C'est qu'en fait, il y a tellement de haine sur les réseaux sociaux entre Ebony qui prend hyper cher, où tout le monde est en mode ah, elle est trop arrogante. Il y a beaucoup de propos racistes sur Ebony. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup plus sur Twitter. Allez voir des vidéos de Maxime. Il y en a une où il partage justement certains tweets qui sont vraiment ben, très punissables par la loi, hein, très clairement, hein. Il y a vraiment des cas très très racistes qui sont sortis. Et sur Facebook, j'en ai vu un peu, mais c'est quand même moins sur Facebook que sur Twitter, mais c'est horrible. Et en fait, tu vois que ça. Genre quelqu'un qui va dire oh, moi j'adore Marguerite, et hop là, juste en dessous, une tonne de haine. Alors ça marche quand même beaucoup plus sur
sur Ebony, c'est quand même Ebony qui prend le plus cher. Mais Marguerite, il suffit qu'elle ait un petit moment où elle va pleurer, c'est oh la pleurnichard, qu'est-ce qu'elle fout là, machin, enfin bref, c'est tout le temps ça, tout le temps ça. Et en plus, vous avez vous-même les preuves, puisque j'ai fait une vidéo, je crois qu'il dure à peu près 1 h 30, 2 heures, où je parlais d'un Prime à travers les commentaires sur internet, et où vous voyez que même quand quelqu'un faisait un commentaire gentil, il y avait automatiquement plein de commentaires dégueulasses. Et en fait, moi, ça m'a miné aussi cette saison. C'est que, bah voilà, il y avait plein de personnes que j'adorais, comme Julie, comme Emma, même si c'était pas une de mes préférées, mais Julie, Marguerite, Marine, Ulysse, tout ça. Mais juste voir de la haine H24 dès que quelqu'un poste sur le groupe Star Academy, en fait, au bout d'un moment, ça m'a saoulé, ça m'a saoulé. Je me suis dit, mais j'en peux plus, j'en peux plus. Si moi demain je postais un post en mode oh, j'adore Marine, j'ai envie qu'elle gagne, mais tout de suite je recevrais un panel de messages négatifs en mode oh non, pas elle, machin. Et là, je suis gentil quand je dis ça, mais en réalité, il y a beaucoup d'insultes et tout. Mais et en vrai, moi, je peux pas suivre une saison comme ça. Et ce qui est chiant, parce que du coup, tu peux pas. Parce que moi, je fais ma vidéo, c'est très cool. Vous les regardez, c'est très cool. Mais il n'y a pas forcément d'échange. Et en fait, ce qui est pratique avec les groupes Facebook, c'est que tu peux avoir un échange. Mais pour Pékin Express, c'est impossible. Il y a trop de haine sur Pékin Express pour avoir des échanges avec les fans. Sur Star Academy, c'est pareil. Il y a trop de haine pour avoir des échanges avec les fans. Alors, sur koh c'est bizarre parce que c'est quand même le jeu où faut trahir les gens, faut aller le plus loin, éliminer les autres. C'est là où le public est peut-être le moins toxique. Alors, je ne dis pas que le public n'est pas toxique. Hein. Il y a quand même des sacrées ordures dans les groupes Facebook koh. Mais je trouve que comparé aux groupes Facebook qui parlent de koh qui parlent de Star Academy et qui parlent de Pékin Express, bah, très clairement, koh c'est le groupe où il y a les gens quand même avec qui tu peux discuter, avec qui tu peux débattre, avec qui tu peux quand même faire des choses. Alors oui, il y a des cons aussi, mais de manière générale, c'est quand même là où tu peux discuter plus facilement avec les gens. Donc voilà. Donc tous ces éléments-là ont fait qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté de regarder la Star Academy, que j'avais plus envie de regarder la Star Academy. Je retenterai ma chance la saison prochaine avec, enfin pas avec, mais justement sans les groupes Facebook. Je m'intéresserai plus du tout à ce que les fans de Star Academy ou Pékin Express peuvent dire sur Facebook, parce que bah, pas avoir de la haine, ça sert à rien. Je continuerai à débattre avec les gens sur koh parce que eux ils sont un peu plus intelligents et je parle encore une fois que de groupes de personnes sur Facebook, hein, je parle pas des fans en général, parce que bon bah dans mes commentaires j'ai jamais eu de trucs. Bon si à part un gars une fois, c'était il y a très longtemps maintenant, qui m'avait dit ouais on en a rien à foutre de koh, pourquoi tu parles de koh, enfin des trucs comme ça. Alors que le gars il vient sur une chaîne qui s'appelait encore à l'époque Anacalypse, koh et Pékin Express, alors faut vraiment être con pour aller sur une chaîne qui s'appelle koh, enfin qui a le nom koh dedans, avec une vidéo, c'était marqué koh plus le nom de la saison et tout ça, vraiment en début de titre. Je veux dire, alors là, faut vraiment être con pour, pour cliquer dessus et se dire, ouais, moi j'aime pas koh. Ouais, c'est la seule fois. Mais venant de fans de koh et tout ça, ça m'est encore jamais arrivé. Mais voilà, je suis désolé, l'intro est très très longue. Si j'y pense, je mettrai un petit timer au début de la vidéo pour vous envoyer directement sur la partie Pékin Express pour ceux qui sont intéressés que par Pékin Express. Donc voilà, donc ceux qui me regardent depuis la chaîne Farander, enfin au micro de Farander, si un EP4 ne vous intéresse pas, bah du coup je vous dis à très bientôt. Prochainement on va sortir une vidéo sur les 4 seuls clips que j'ai bien aimé sortir en décembre 2024, plus une vidéo que je suis actuellement en train de préparer pour le clip que j'ai préféré de l'année 2024. Voilà, qui seront bah, du coup les vidéos qui sortiront la semaine prochaine et la semaine suivante pour terminer le mois de janvier sur la chaîne au micro de Farander. Voilà. Et pour les autres, ceux qui s'intéressent de voir du Pékin Express et ceux qui sont déjà sur la chaîne Farander les émissions françaises, eh ben on peut enfin partir sur cette vidéo, enfin cette review de Pékin Express, alors que j'ai regardé vendredi après le boulot, et du coup bah voilà, malheureusement bah voilà, je fais la vidéo, je la sortirai direct après, dans la journée, donc du samedi. Mais vous inquiétez pas, les autres fois, je ferai en sorte que ça sorte plus tôt. C'est juste que jeudi soir, je sais pas pourquoi, mon ordi ne voulait pas que je me connecte à M6 Plus. Et d'ailleurs, le lendemain, il voulait toujours pas. Donc je me suis dit, bon, bah, ça me fait chier, mais du coup, je vais faire avec l'ordi blanc sur lequel je voulais prendre mes notes.
parce que du coup ça faisait un écran pour regarder, un écran pour prendre des notes, et au final j'ai pas eu le choix d'avoir mon tout petit écran comme ça avec le truc de notes à côté. C'est chiant pour regarder un programme, c'est mieux d'avoir un écran complet et un écran de notes, mais bon, c'est comme ça, faut faire avec. Et du coup là, maintenant que j'ai fait les mises à jour des deux PC, j'espère que l'ordinateur je pourrai à nouveau me connecter sur M6, parce que je sais pas pourquoi il y en a un qui veut bien et l'autre qui veut pas. Bon, c'est comme ça, mais en tout cas ça a fait que j'ai pas regardé Pékin Express du coup en direct. Et puis de toute façon, le jeudi soir, je veux dire, on est en Caen. Je sais pas s'il y a que à Caen en Normandie où c'est la règle, mais le jeudi soir, c'est souvent le soir où faut aller voir les copains, boire des verres. Alors pas que boire des verres, parce que moi je bois toujours des trucs sans alcool, mais globalement, le jeudi soir, c'est censé être la fête, tout ça. Donc en général, quand avec mes potes on se retrouve, c'est le jeudi soir, même si ça fait plus d'un mois qu'on s'est pas retrouvés. Ça fait longtemps, mais, euh, mais bon, attends, il y a eu les fêtes, il y a eu la rentrée, tout ça, qui pas la plus simple pour tout le monde, hein, voilà. Mais, euh, mais du coup, faut bien s'attendre à ce que les vidéos sortent soit le vendredi, soit le samedi, en fonction de quand je regarde les épisodes, parce qu'il y a peu de chances que je regarde l'épisode à chaque fois le jeudi soir, parce que soit je serai avec mes potes, soit si j'ai travaillé le jour-là, j'aurais peut-être pas forcément l'envie de me coucher tard. Bref. En tout cas, c'est juste pour vous prévenir, si vous voyez pas une vidéo sortir le vendredi dans la journée, c'est normal, c'est que ça veut dire que je visionne l'épisode le vendredi dans la journée. Bref. Donc, nouvelle saison, la route des tribus légendaires, donc avec le premier épisode. On nous dit qu'on va traverser 4 pays, donc qui sont la Tanzanie, le Mozambique, le Lesotho, ou Lesotho, je sais pas comment on prononce, et l'Afrique du Sud pour terminer. On a le retour du passager mystère. Alors personnellement, je n'ai jamais vu les saisons avec le passager mystère, euh, puisqu'en gros, moi j'ai repris Pékin Express à l'époque de la reprise, hein, avec la saison où il y a eu Florian Gabriel, euh, je sais plus comment il s'appelait, le patron, non, la patronne et son... Parce que globalement, le binôme, le patron et Céline existait déjà quelques années plus tôt avec du coup l'inverse, c'était une patronne avec son collègue, et du coup qui était la saison de reprise, et ensuite j'ai suivi toutes les saisons. Et à ce moment-là, de mémoire, on pouvait encore trouver des saisons en streaming. Du coup, j'avais commencé à regarder les toutes premières saisons en streaming, et ensuite le site a été fermé. Du coup, j'ai pas eu le temps de tout voir. Donc, ce qui fait que ces saisons avec le passager mystère, du coup, je les ai pas vues. J'espère un jour pouvoir les retrouver sur internet et tout, pouvoir voir absolument toutes les saisons, comme j'avais pu faire avec koh. Ce serait trop cool. Bref. On a du coup 10 binômes, donc la binôme d'inconnus qui est composé de Moad et de Ludovic. On a Matteo et Esmeralda qui sont les cousins belges, Max et Hélène qui sont le couple internet qui se connaissent que depuis 6 mois. On a William et Christophe, les frères Aveyronais. Alors, je suis désolé, mais je ne sais pas du tout où est l'Aveyron. Voilà, j'ai une bonne connaissance à peu près de l'ouest, d'une partie de l'ouest et du nord de la France, mais j'avoue que s'il y a un petit peu de... En fait, si on prend la France, à peu près au part de Bordeaux, enfin, mais si je sais pas comment s'appelle la région de Bordeaux, allez, on va partir un peu au-dessus de la Vendée. Puis en fait, je connais à peu près tout, comme ça, tu prends comme ça la Bretagne, la Normandie, tu reprends à Lille, tu redescends vers l'Alsace, la Lorraine, et en fait, ouais, moi je connais juste l'arc comme ça, avec bon, l'Île-de-France au milieu, et quelques petites départements au-dessus, mais c'est vrai que tout le reste, là, le centre, le sud et tout, en vrai, je connais pas du tout. Donc voilà. Donc je suis désolé pour les frères Véronais, ils ont l'air très sympas, mais c'est une région que je connais pas du tout. On a Otis et Enzo qui sont les copains geeks, Patricia et Adrien qui sont les amis avec 30 ans d'écart, et on a Étienne et Judith, le couple du Nord, Cécile et Marion qui sont les meilleures amies étudiantes, Lionel et Eva qui sont le père et la fille, et on a Amandine et Allison qui sont les mamans jumelles. Donc voilà un peu tous les binômes de la saison. Donc on débute la course avec un trek. Alors moi il y a un truc qui m'a un peu dérangé, parce qu'en fait pour le trek, euh, la production a vidé toutes les valises de tout le monde. Mais en fait, le truc c'est que les candidats ils ont l'air surpris, et en même temps je me dis, mais en fait, ça veut dire que s'ils sont surpris, c'est qu'on leur a pas demandé leur consentement. Donc c'est-à-dire que la production a fouillé dans leur... Enfin pas fouillé, mais ils ont quand même vidé leur valise où il y a quand même des effets personnels dedans, hein. Il doit y avoir des caleçons, des culottes, des trucs comme ça. Enfin tu dis...
Bon, ouais, dans le principe, je suis pas fan, tu vois, que des gens vident les valises d'autres alors qu'il y a des effets personnels dedans. Bref. Mais après, l'idée du jeu est plutôt sympa, mais du coup, au vu de la réaction des candidats, t'as vraiment une réaction en mode What, qu'ils ont fait avec nos affaires. Donc, qui fait que ça n'avait pas l'air d'être au courant qu'on allait jouer avec leurs vêtements et tout ce qu'il y avait dedans. Donc, bon. Alors, du coup, le principe, c'est qu'ils doivent récupérer toutes les affaires et tout, les remettre dans leur sac, plus un matelas gonflable dans chacun des sacs. Ou enfin, après, ils se démerdent. Faut juste que bah, tout ce qu'il y a avec leurs affaires, faut qu'ils le rangent dans un sac et puis bah, qu'ils se démerdent pour ensuite faire un trek de 4 km bah, jusqu'à un lac qui s'appelle le lac, j'ai noté le nom, le lac Duluthi. Alors je le prononce comme si c'était du finnois, mais Duluthi ou Duluthi. Bref. Et le trek est plutôt sympa. Moi j'aime bien les treks, donc c'est plutôt cool, hein. Rien à voir avec le dernier trek qu'on a pu voir dans koh qui était vraiment une honte. Là c'est vraiment un bon trek à la Pékin Express. Où du coup ils doivent marcher avec leurs valises pendant 4 km. Alors c'est quand même assez gentil comparé à d'autres treks qu'on a vus, mais en même temps là c'est que le début de l'aventure. Donc il y aura forcément plus compliqué plus tard. Notamment la semaine prochaine, c'est le truc de la cloche. Ça doit être un enfer à faire. Surtout que là, au niveau des valises, j'ai envie de dire, c'est un peu injuste pour certains. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne sait que ça va arriver, donc personne n'a vraiment de stratégie de base pour cette épreuve. C'est-à-dire que bah, si t'es venu, tu t'es dit ouais, j'aurai des plein d'affaires, un Pékin Express, machin et tout, bah tu te trouves dans la merde parce que du coup, bah, toutes ces affaires-là, bah tu dois après les porter pendant 4 km. Donc il y en a qui ont des très grosses valises, machin, et qui doivent les emmener. Certains qui ont cassé leurs valises, c'est le cas des copains geeks. Quand tu regardes, je crois que c'est les frères belges qui, pareil, il y en a un qui a une roue cassée, machin et tout. Enfin bref, c'est hyper lourd. Et t'as d'autres binômes qui eux ont des petites valises, ou t'en as qui ont pris des petits sacs, qui ont dit allez hop, on va voyager léger, et qui du coup, ben eux, sont plus avantagés. Et d'ailleurs, ça va se confirmer que du coup, ben, le binôme qui avait les plus petits sacs va les remplir beaucoup plus vite, va partir en premier et va arriver en premier au lac. Et en fait, ils vont même tellement avoir une avance de fou qu'en fait, ils vont même gagner cette première partie d'étape. Donc voilà. Donc c'est un peu dommage que par exemple le trek qu'il y aura avec la cloche, bon bah là tout le monde a le même bâton, la même cloche, tout le monde a exactement la même chose, et maintenant après chacun doit se démerder pour pas que la cloche elle sonne. Donc là tout le monde est au même niveau. Que là c'est un peu dommage que sur l'épreuve de départ, voilà, il n'y ait pas vraiment d'équité quoi. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça donne des scènes sympas sans être non plus incroyable. Mais le moment le plus notable à noter, c'est Moad et Ludovic qui ont quitté bah, le point de départ en 8e position et qui vont petit à petit grappiller les places jusqu'à. Alors j'ai pas noté ouais, qui arrive en 3e position au lac. En 3e position, c'est-à-dire que les mecs sont partis 8e, 10e plutôt, parce qu'ils sont 10 équipes, donc ils sont partis 10e, et ils sont passés devant 7 binômes. Attends, je compte. Oui, ils ont bien passé 7 binômes. Donc, sur 4 km, ils ont surpassé autant de gens, c'est assez impressionnant, surtout que bon, j'ai vu la vidéo de Maxime hier soir avant d'aller me coucher, et effectivement, Ludovic, c'est clairement pas le profil hein, du grand aventurier, mais c'est vrai que quand tu le vois, tu dis bon, comment ça va se passer, est-ce qu'il va vraiment être bon, pas bon et tout, et au final, le mec il cartonne pour l'instant, donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, moi je pense que ça peut être un très très bon binôme d'inconnus. Enfin, je suis plutôt confiant. Ça va pas être mon binôme préféré, mais je suis plutôt confiant pour ce binôme. Euh, et qu'est-ce que je voulais noter? Oui, en fait, à part leur remontada, voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, on a Max et Hélène qui arrivent au panneau voiture interdite en premier, et ils découvrent que là, ils doivent sortir l'un des matelas gonflables, qui doivent le gonfler, et traverser le lac sur je sais plus combien de kilomètres, ou de centaines de mètres.
donc ce fameux lac d'Uluti, comme ça en se démerdant. Voilà, tu montes sur le matelas, tu traverses l'eau et puis bah voilà, tu dois arriver de l'autre côté. Bon, ça c'est un peu un classique au bout de Pékin Express, hein, les traversées de lac et tout. On se souvient des très belles scènes de Denis, hein, qui pétait des câbles et qui avait perdu sa rame, en l'ayant frappé sur le kayak. Voilà. Voilà, c'est très. C'est le genre d'épreuve habituelle, enfin, partie d'épreuve habituelle de traverser des lacs ou des choses comme ça. Donc, Max et Hélène font la traversée où ils partent en premier. Les inconnus en troisième position, je ne sais plus qui est entre deux. J'ai mis que forcément les premiers à terminer la traversée, c'est Max et Hélène, qui vont finir la traversée et débuter le stop. Et ils vont réussir à prendre une voiture dès leur première tentative. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça montre déjà à quel point ils peuvent être un binôme très fort. Parce qu'ils trouvent une voiture, ils partent direct. Bon, le mec, il prend des petits chemins et tout. Donc, eux, ils sont en train de se dire, mais attends, c'est pas le chemin qui est sur la carte et tout. Le gars, il fait, non, mais c'est un raccourci et tout. Donc, bon, bah, de toute façon, j'ai envie de dire, quand j'ai vu l'émission, je me suis dit, bah, en fait, vu où ils sont, ils ont plus le choix de continuer, parce qu'encore ils seraient sur un axe routier qui serait pas le bon. Bon, ils pourraient descendre, essayer de prendre une voiture dans l'autre sens, ou voilà, et puis retourner à un carrefour, et puis reprendre à nouveau une nouvelle voiture, ça ferait perdre beaucoup de temps. Mais voilà, si tu sens que tu vas vraiment pas du tout dans la bonne direction. Que là, ils sont sur des petits chemins de terre et tout, en plein milieu de la campagne. Bon, là, tu descends, t'es foutu, hein, tu es récupéré par la production le soir ou le lendemain pour reprendre la course parce que, ben voilà, t'es totalement paumé. Donc, ils n'ont pas le choix finalement de faire confiance aux chauffeurs. Et d'une certaine manière, bah, ils ont eu raison parce que, bah, encore une fois, c'est eux qui vont gagner cette première partie d'étape. Donc voilà. Donc nanana. Ensuite, j'ai mis Moad et Ludo qui arrivent en stop en seconde place. Donc là, pareil, ils sont arrivés au lac en troisième, ils sortent du lac en deuxième. Et je crois que c'est le binôme ami avec 30 ans d'écart qui était deuxième, si je dis pas de bêtises. Donc le binôme d'inconnu passe à la deuxième position pour faire le stop. Et je crois qu'ils partent quand même assez vite également. On a Cécile et Marion qui alors elles ont une chance de fou puisqu'elles vont tomber sur un fan de Pekino Express, donc un Italien qui est là, qui en fait a reconnu les sacs des filles, et que du coup bah, qui a compris que l'émission, tout ça, et en fait qui fait mais moi je rêve de faire Pekino Express, qui est le nom en italien voilà, et le gars il fait moi j'aimerais trop y participer, donc vas-y, je vous aide, je vous emmène les filles, machin et tout. Enfin bref, c'est le hasard de fou, hein. Bon, il y en a peut-être qui vont crier au complot parce que bon, 20e saison, enfin 20, ouais c'est ça, 20e saison, donc ou 20e, non, 20e saison ou 20e anniversaire de Pékin Express. Non, je crois que ça a commencé en 2000. Attends, ça a commencé en quelle année Pékin Express? C'est 20e saison ou les 20 ans? Oh, je sais plus. Mais je crois que c'est 20e saison et l'année prochaine c'est les 20 ans. Attends, je vais checker l'info. Je crois que c'est plutôt ça. Mais du coup, tu dis quand même le hasard de ouf. Tu tournes une saison et puis là tu tombes sur un fan, en plus italien, genre c'est pas vraiment en lien avec l'Italie, quoi, le pays où ils sont. Donc voilà, ouais, premier épisode 15 janvier 2006. Donc 19 saisons, dont 6 spéciales. Oui, mais là, il prend pas en compte ce qui parle de Riyad et Louison. Donc on est bien à la 20e saison, mais... Alors, ce qui est bizarre, c'est que sur M6, il met il y a 20 ans, 10 binômes, nanana. Alors après, c'est vrai que techniquement, en termes de tournage, le tournage de la première saison, effectivement, a dû être fait en 2005, mais la diffusion de la première saison, elle, bah, c'est même sûr que la réalisation a été faite en 2005, mais la diffusion a été faite en 2006. Donc en fait, ça dépend effectivement comment on compte les âges. Euh, Techniquement, les 20 ans sont censés être en janvier 2026 et non en janvier 2025. Même si effectivement, si on considère que la course réelle, elle, a effectivement été faite en 2005. Bon, on va pas pinailler sur ces détails-là. Bref, c'est juste que pour les 20 ans, 20e saison, bref, c'est quand même assez marrant de tomber sur un fan de l'émission
et qui va très très bien les aider. Puisque au final, on a Max et Hélène qui finissent premiers, donc ils n'ont jamais été dépassés, ils sont partis plus vite grâce au fait d'avoir des petits sacs, et ils n'ont jamais été rattrapés. Ils ont fait confiance à un mec qui disait avoir raccourci, ils ont eu raison parce que bah du coup, ils vont profiter d'un moment Kilimanjaro et sont direct qualifiés pour la seconde étape. Même si, on en reparlera à la fin, ça aura un impact, je trouve, sur le binôme en lui-même. Après, c'est que le premier épisode, mais vous comprendrez à la fin. Ensuite, on a Moad et Ludovic, encore une fois, qui a été parti dernier, qui arrive deuxième, mais même, entre guillemets, premier pour se qualifier à l'épreuve d'immunité. Parce que bah, Max et Hélène, eux, ils font leur truc au Kilimanjaro, et bah, du coup, ils ne participent plus à la suite de la course jusqu'à la prochaine étape. Ensuite, Étienne et Judith, qui est le couple... Attends, c'est un couple ça? Oui, couple du Nord, qui du coup arrive troisième, techniquement deuxième pour qualifier l'immunité, et Cécile et Marion, donc qui avaient été amenées par l'Italien, elles se qualifient également, parce qu'elles arrivent quatrième, mais du coup troisième pour se qualifier, parce que c'est toujours les trois premiers binômes, mais là avec ce truc de gain du Kilimanjaro, forcément ça change un peu les choses. Ensuite, il y a eu le passage dans la famille qui était pas si ouf que ça. En même temps, c'est normal, il y a beaucoup de binômes, donc c'est difficile de s'attarder sur tout le monde. Il y en a plein qu'on n'a pas vu. Et en vrai, j'ai pas noté de moment hyper marquant à part Moad et Ludovic qui se retrouvent dans une famille où la personne n'est pas sûre de pouvoir leur donner à manger parce qu'ils n'ont pas grand chose pour se nourrir et tout. Qui était une scène assez touchante, je trouve, que j'ai plutôt bien aimé. Et après, pour les autres, j'ai rien retenu, à part à un moment donné, ils reviennent sur Cécile et Marion en mode oui, tout le monde est couché, elles font encore la fête et tout, elles profitent à fond. Bon, ok, c'est très bien, mais voilà. Et en fait, bah, les autres binômes, j'ai absolument pas retenu ce qu'ils ont pu faire en ce moment-là. Et en même temps, il y en a qu'on n'a même pas vu du tout. Et c'est logique, tu as 10 binômes, pour une séquence qui doit durer entre 10-15 minutes, bah forcément, tu es obligé d'en enlever plein. Euh, voilà. Et d'ailleurs, plein, mais même on les reverra pas beaucoup plus avec l'émission qui veut prendre enfin, qui peut battre Riyad et Louison. Donc ensuite on a l'épreuve d'immunité. Alors l'épreuve d'immunité qui est plutôt sympa, mais c'est la mécanique est un peu particulière. Donc en gros, chacun des binômes doit choisir une personne qui va sauter, mais vraiment sauter. Donc il doit faire 20 sauts pile, donc ils ont un appareil sur la tête qui compte tous les sauts. Euh, et en gros, si tu fais 19 ou 21 ou plus, bah du coup tu recommences à zéro. Et sinon, tu dois absolument faire 20 piles. Voilà. Et ensuite, le second du binôme, une fois que les 20 sauts piles sont faits, avec le marteau, tu dois aller. Alors, je sais que c'est un nom spécial, mais en fait, au début, j'avais mis un nom au marteau. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas le nom du marteau, mais le nom de la tribu euh, au niveau de avec lesquels ils sont. Du coup, je me suis dit merde. Bon, bah tant pis, je vais appeler ça un marteau, mais c'est pas vraiment un marteau, mais vous comprenez l'idée. Qui doivent lancer sur des assiettes, donc il y a des assiettes avec des points positifs, des points négatifs, de différents scores. Donc ça, c'est plutôt la partie cool de l'épreuve. D'ailleurs, les premiers à réussir, c'est Marion qui arrive à casser une assiette au... Non, qui arrive à réussir à faire les 20 sauts au bout de 4 minutes. Donc apparemment c'est si dur que ça de faire les 20 sauts de manière précise. Ensuite les inconnus vont réussir, mais Ludovic rate également son lancer. D'ailleurs il va rater la plupart de ses lancers. Ensuite c'est Judith qui réussit au bout de 10 minutes à faire les 20 sauts. Donc c'est-à-dire que je crois que l'épreuve elle dure 30 minutes. Donc vraiment, ça a pris un tiers du temps à faire ces 20 sauts, c'est truc de fou. Et de mémoire, à ce moment-là, du coup, Étienne réussit à détruire une assiette et il remporte un point. Par la suite, Moad et Marion, eux, leurs sauts, ils réussissent quasiment à chaque fois, mais ratent bien souvent leur tir, jusqu'à ce que Cécile égalise en marquant, en cassant une assiette, puis en prenant la tête en cassant une seconde jusqu'à ce que Étienne recolle au score. Donc ça fait 2-2 de chaque côté. Puis Ludovic qui vise le 2. Alors ça c'est marrant parce qu'il vise le 2, enfin un truc à 2 points qui est d'un côté, puis il va dégommer un truc à 1 point qui est pas du tout au même endroit. C'est assez marrant. Mais il aura fallu 27 minutes
pour réussir à toucher une assiette. Alors que Moad, sur les sauts, était plutôt très bon. Et du coup, le timer se termine. Le couple du Nord et les deux filles sont à égalité. Donc on relance une sorte de jeu en mode mort subite. Donc il y a une assiette à moitié en or. Le premier qui la dégomme a gagné. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est à nouveau Étienne et Cécile qui lançaient les marteaux juste avant, donc qui doivent continuer. Et c'est Étienne qui va briser l'assiette après un certain nombre d'essais. Et bah, du coup, voilà, Étienne et Cécile sont qualifiés. Et pareil, malheureusement pour eux, bah, cette qualification va avoir un peu un impact sur la suite de l'épreuve. Mais vous verrez, vous comprendrez mieux plus tard pourquoi je dis ça. Ensuite, on a la reprise de la course. Donc pour la reprise de la course, on a le drapeau noir qui fait directement son entrée dans le jeu. Donc comme Maxime, je trouve que c'est plutôt cool de l'avoir tôt, parce que bah, l'avoir tard, quand il reste que 3-4, enfin j'exagère quand il dit 3-4, mais voilà, quand il reste quasiment plus de binômes, bah, c'est pas ouf. Que là, t'as 10 binômes, enfin 9 binômes, puisque t'en as un qui est encore au Kilimanjaro. Enfin 8, allez, on va dire, parce que t'en as un qui est immunisé, donc ça sert à rien de leur donner le drapeau. Avec 8 binômes, le drapeau il peut bouger, je trouve que c'est plutôt cool. Ensuite, il y a le moment mauvaise foi de Ludovic, puisque on va donner le drapeau noir au binôme d'inconnus, et en fait, Étienne et Judith, ils font, bon, on va faire au pif, donc Étienne, il dit à Judith, hop, tu comptes jusqu'à, bah, dans ta tête, le nombre qu'ils sont, donc je sais pas, ils sont 8, donc tu comptes jusqu'à 8, et quand je te dis stop, c'est le binôme là à qui on donne le drapeau. Bon, ça tombe sur le binôme d'inconnu, avec Ludovic qui dit ah, je connais très bien le jeu, vous verrez, ça tombera sur moi. Et forcément, c'est tombé sur eux. Après, est-ce que c'est du hasard? Est-ce que c'est du faux hasard? Moi, je pense que c'est vraiment du hasard, mais j'ai pas compris le coup de gueule de Ludovic. Parce qu'en fait, là où entre guillemets, il a pas compris le jeu, c'est qu'en fait, moi, je vais à Pékin Express, on me dit je te donne le drapeau noir en premier, mais je suis content de l'avoir en premier. Je vous explique pourquoi. Parce que si tu ne l'as pas en premier, c'est-à-dire qu'on va te courir après, tu vas stresser pour prendre une voiture, tu vas galérer, donc tu vas moins être efficace. Enfin, du moins, tu as plus de chances d'avoir la pression et d'être moins efficace. Alors que tu pars avec le drapeau en premier, tu sais que tu as 3 minutes d'écart. En 3 minutes, il y a zéro chance que tous les autres soient partis. Tu es quasiment sûr que tu vas en choper un sur la route, qui en plus ne pourra pas te redonner le drapeau. Donc en fait, c'est ça le bon plan, c'est que tu en laisses une partie des gens partir, t'attends qu'il reste plus qu'un seul binôme qui galère, tu leur donnes le drapeau, tu te casses, et du coup ils sont bloqués avec. En fait pour moi, avoir le drapeau noir en premier, c'est même une bénédiction, parce que t'as peu de chances de le récupérer plus tard. Alors oui, on a déjà vu des saisons où ceux qui l'avaient au début le récupèrent à la fin, et du coup, bon, sont dans la merde. Mais par exemple là, dans l'exemple d'aujourd'hui, ben, ils l'ont eu en premier et ils l'ont jamais retouché. Ensuite, ils sont partis, paf, ils ont jamais revu le drapeau. Donc, moi, je trouve que débuter avec le drapeau noir, c'est plutôt une bénédiction plus qu'une malédiction. Voilà, parce que tu as plus de chances de le refiler que de le garder longtemps ou que de le récupérer plus tard si tu joues assez bien ton truc. Donc voilà. Enfin, moi j'ai pas trop compris son coup de gueule. Après, c'est peut-être parce que moi, en termes de stratégie, je pense les choses différemment aussi, hein, voilà. Mais pour quelqu'un qui se dit grand fan de Pékin Express, justement, il devrait le voir que ben le plus souvent, ceux qui c'est que le drapeau noir, c'est pas ceux qui l'ont eu au tout début. Donc t'as même plus de chances de t'en sortir en partant avec le drapeau noir. Enfin bref, c'est mon avis perso. Bref. Euh, du coup, ensuite, bah forcément, tout le monde part. T'as des binômes qui partent très vite, comme les sœurs jumelles. T'en as d'autres qui galèrent un peu plus. D'ailleurs, ce sont les étudiantes hein, qui vont recevoir le drapeau en première puisqu'elles n'arrivent pas à partir. Donc Ludovic a pété son petit câble pour même pas 10 minutes après donner le drapeau. Bon, voilà, j'ai pas trouvé ça non plus incroyable, mais bon, après je peux comprendre, quand tu es dans le jeu, tu dois ressentir les choses différemment. Mais encore une fois, moi je me dis, tu as le drapeau dès le départ, tu sais que tu vas t'en débarrasser quasiment dès le début, hein, quasiment tous s'en débarrassent quasiment dès le début. Donc voilà, pourquoi ce petit coup de gueule alors que tu sais que tu vas t'en débarrasser? Bon, voilà, c'est mon avis perso.
Donc ensuite les étudiantes vont le donner aux frères Aveyronais, qui là était très marrant parce que les frères en gros vont tomber sur un autre binôme qui est Adrien et Patricia, euh, et en fait ils parlent pas anglais. Alors ils parlent pas anglais et bah, du coup ils n'arrivent pas à dire au chauffeur de s'arrêter, ils galèrent à mort, c'était vraiment très très drôle. Et bon bien sûr ils arrivent quand même, ils donnent le drapeau à Adrien et Patricia. Mais les voir galérer juste pour dire stop stop stop, arrêtez la voiture et tout, franchement moi ça m'a régalé, c'était très drôle, ça rappelle forcément les binômes du style des frères Bûcherons, tout ça. Mais moi, personnellement, j'aime bien ce genre de binôme. C'est jamais mes préférés, mais j'aime bien les suivre parce qu'ils sont divertissants. Et je pense que les frères Véronais, avec le temps, ils seront assez divertissants. Parce que bon, là, on n'en a pas vu grand-chose non plus. Donc voilà, ensuite, du coup, Adrien et Patricia voient que les potes geeks sont juste à côté d'eux, donc forcément, ils vont leur donner. D'ailleurs, les potes geeks ont pas cherché à fuir, à se cacher ou quoi que ce soit. C'est voilà, ils avaient même pas capté que le drapeau noir était à côté d'eux, donc bah, ils se l'ont pris et voilà, ils ont failli prendre très cher, puisque tout simplement, euh, ils vont garder le drapeau pendant 2 heures et 53 minutes, alors qu'au bout non, 1 heure et 53 minutes, alors qu'au bout de 2 heures, bah, tu peux plus donner le drapeau à quelqu'un d'autre. Donc ils ont eu un gros gros coup de chance que c'est qui Matteo attends non c'est pas Matteo et Hélène, c'est Matteo et Esmeralda, c'est ça hein. Attends. Oui, Matteo et Esmeralda, ils ont eu de la chance que eux aient été déposés à un moment donné sur la route, que vraiment, ils ont pu le donner, mais vraiment à la limite hein, du timer, c'était ouf. Et du coup, forcément, Matteo et Esmeralda, comme ils avaient avec le drapeau noir, bah, c'est comme s'ils étaient derniers. Les gagnantes, ce sont les sœurs jumelles. Alors moi, j'avoue, j'aurais pas misé une pièce sur les sœurs jumelles parce que bon, on les a pas vues tant que ça. À part pour pleurer quand elles sont avec les enfants, machin, et en même temps, bon bah c'est des mères qui ont très peu souvent été séparées de leurs enfants et tout, donc ça peut se comprendre aussi. Hein, parce que, bon, du coup, vous allez avoir une coupure un peu bizarre à partir de ce moment, parce que du coup, j'avais plus de place sur mon téléphone. Je pensais pas que j'atteindrais les 100 Go de place aussi vite, mais en même temps, c'est vrai que j'ai enregistré énormément de vidéos très longues et qui bah, forcément prennent beaucoup de place et sans les mettre sur l'ordi, donc forcément, il fallait bien que ça arrive à un moment donné. Donc je m'étais arrêté sur le fait que ce soit les sœurs jumelles qui remportent l'amulette. Et en deuxième position, nous avons les inconnus, donc toujours très bien placés, suivis à quelques minutes, secondes près des étudiantes, là, des amies étudiantes. Donc pour l'instant, on a quand même quelques équipes assez fortes qui se dégagent. Euh, on a du coup Otis et Enzo voilà, qui donnent le drapeau belge et qui arrivent avec. Du coup, Stéphane annonce à ce moment-là la règle du passager mystère. Et donc, c'est simplement le fait que une personnalité publique va devoir faire le travail à la place d'une équipe. Donc, c'est-à-dire, comme avait fait Étienne avec Nathalie NG dont j'ai parlé précédemment, donc faire le stop, trouver la famille et tout, à la place du binôme avec lequel il va se retrouver. Voilà. Euh, donc, on a le duel final. Les Belges, étant arrivés avec le drapeau noir, c'est eux qui décident de qui ils vont affronter. Et ils choisissent simplement Enzo et Otis, parce que ces derniers leur ont donné le drapeau noir. Donc, dans une certaine logique, c'est qu'ils ont dû arriver à peu près dans les mêmes temps. Donc, ils se disent, voilà, on va les choisir eux. Voilà, histoire un peu le côté revanche, je les ai donné le drapeau, on se venge entre guillemets en vous menant au duel final, et c'est plutôt logique. Hein. Je pense que à leur place, j'aurais fait exactement la même chose que tu dis en fait, le jeu vient de commencer, tu connais absolument personne, donc autant bah, donner à celui qui a eu le drapeau noir juste avant, ou du coup on peut s'imaginer que du coup ils ont été comme nous en galère et tout, donc voilà. Euh, donc c'est Matteo qui affrontera Enzo. Donc c'est Matteo qui va prendre le stop en premier, qui va arriver à l'épreuve en premier. Et la mission, c'est une énigme où je pense qu'on est beaucoup à s'être fait avoir parce que du coup, dans ma tête, j'avais exactement la même réponse
que Matteo et Enzo, qui en fait étaient fausses, mais c'est vrai que j'avais pas fait attention que le petit 5 tout en bas c'était fermé, et que du coup bah, c'était pas celui-là. La bonne réponse en fait c'était le 2 je crois, un truc comme ça. Et en fait, pour valider une réponse, ils doivent, avec un petit grain de café, souffler à une paille et lui faire traverser un petit parcours. Voilà, c'est plutôt original, c'est le truc qui peut être un peu prise de tête, mais je trouve qu'Enzo a eu une technique très intelligente, c'est de prendre comment dire, un grain de café où il y a une partie plate. C'est-à-dire que si tu prends un café qui est entièrement, entre guillemets, bosselé, c'est-à-dire que dès que tu vas souffler, il va tourner, tourner, il y a plus de chances qu'il se casse la gueule. Alors que si tu en prends un qui est plat, en fait, il va juste glisser sur le truc et tu as plus de facilité, effectivement, à le contrôler. Donc, je trouve que son idée était très bonne. Ça n'a pas empêché Matteo de bien réussir également. Surtout que les deux ont fait exactement la même erreur, à peu d'intervalle. Tous les deux d'abord choisir la réponse 5, faire le petit parcours, se tromper, tenter du coup ensuite refaire l'épreuve, sans qu'en fait c'était je crois la numéro 2, et du coup là réussir, sauf que Matteo y part en premier, Enzo termine peu de temps après pour le rattraper, sauf qu'au moment où Enzo il arrive au moment à l'endroit de faire du stop, Matteo il part en voiture, et Enzo, la seule chose qu'il trouve pour avancer, c'est une sorte de tuk-tuk, donc qui va pas très très vite. Alors, on a essayé de nous mettre du suspense en mode bon bah Matteo il est déposé sur la route, Matteo retrouve une voiture, mais le chauffeur ne sait pas où se trouve l'église où faut aller. Mais malgré toutes ces tentatives, c'est quand même Matteo qui arrive en premier, qui sauve son binôme. Du coup, Enzo et Otis tirent l'enveloppe qui est non éliminatoire. Alors là, j'avoue que c'est logique. Alors, j'avoue que j'aime pas trop avoir des preuves éliminatoires enfin, dès la première. Dès le premier épisode, parce que tu dis les mecs ils ont fait 2 jours à l'étranger, paf on les renvoie directement, je trouve que c'est un peu dommage que d'avoir ces preuves éliminatoires dès le début. Mais en tout cas, là, les non éliminatoires, c'est plutôt logique. Il y a le drapeau qui a un aspect plutôt injuste et tout dans la course. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Du coup, ça permet aux copains geeks de s'améliorer et puis bah, d'essayer d'éviter à nouveau le, le duel final. On apprend que du coup, c'est à ce moment-là que le passager mystère fait sens, c'est-à-dire que en gros, celui qui perd le duel final mais qui est sauvé, du coup, a une célébrité qui vient l'aider. Alors on a déjà eu la présentation des quelques célébrités. Moi j'avoue qu'à part Norbert Harrer, les autres, soit je les connais pas plus que soit je m'en fous. Et ce qui m'ennuie, c'est que la semaine prochaine, le passager mystère, c'est Johan Ryu. Et Johan Ryu, je suis pas fan du tout. Alors, déjà, je connais pas en tant que journaliste sportif, parce que je suis un journaliste sportif dans le monde du foot de mémoire. Et bon, moi, c'est un domaine qui m'intéresse pas, donc je ne parle pas de ça. Mais il y a eu une saison, il y a peut-être 2 3 saisons, avec des célébrités, et de mémoire, Johan Ryu était dans le binôme d'inconnus avec un autre journaliste et tout. Et voilà. Et Yoann Ryu, moi je le trouvais insupportable. Alors c'est pas qu'il est méchant ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est une boule d'énergie. Il est tout le temps surexcité, surexcité, surexcité. Moi ça me pompe mon énergie. Je supporte pas trop ces gens-là. Alors c'est pas que je les supporte pas dans le sens je les aime pas et voilà. J'ai des amis qui sont des boules d'énergie et tout, et voilà, et qui je peux quand même supporter parce que je les aime bien. Mais j'avoue que dans la globalité, c'est des gens voilà, dont je suis pas très proche. Quoi, parce que c'est. Moi qui suis quelqu'un de très calme, de très réservé et tout, bah, j'aime bien les gens un peu comme moi qui sont posés et pas les mecs qui courent partout, qui gueulent partout. Je crois que en fait c'est plus ça en plus qui me dérange chez Yohan Ryu, c'est le côté où il gueule un peu tout le temps. Voilà. Parce que ma pote qui est très énergique, elle passe pas son temps à crier. Que lui, là, tu le vois, il court partout, il crie partout. Il m'insupporte, je peux pas passer du temps trop longtemps avec des gens comme ça, moi ça me fatigue. Mais bon, au moins ce sera passé. Après Yohan Ryu, on aura d'autres gens que personnellement je trouve un peu plus intéressants, comme Norbert. Mais en même temps, voilà, Norbert, moi j'aime beaucoup. En plus, j'ai fait merde, comment on appelle ça? J'ai le mot bénévolat. Techniquement, c'est du bénévolat parce que j'ai pas été payé pour ce que j'ai fait, mais c'était de la figuration dans une de ces émissions, donc
donc forcément je suis moins objectif que d'autres personnalités. Donc voilà pour le premier épisode. Je vais passer tout de suite à Qui peut battre Riyad et Louison et je ferai une conclusion sur les aventuriers juste après. Donc dans l'épisode de Qui peut battre Riyad et Louison, on nous fait un peu le concept. Donc Riyad et Louison sont ceux qui ont survécu à le plus de duels final. Et donc ils vont devoir affronter plein d'autres équipes phares de l'émission pour un peu encore se challenger un peu. Alors l'idée de prendre Riyad et Louison, je trouve que c'est très très bien parce que c'est un excellent binôme qui est très divertissant, donc c'est parfait pour finir une soirée. Même si ça dure quand même 50 minutes, ce qui est un peu dommage, c'est toutes les coupures qu'il y a. C'est-à-dire que déjà, moi je l'ai vu en replay, donc franchement, le replay M6, il y a énormément de pubs. Je peux vous dire que ceux qui se plaignent des pubs dans koh, les pubs de M6 en replay, c'est 1000 fois pire que les pubs de koh. Surtout que les pubs de koh, tu peux faire autre chose, hein. La pub elle se lance, hop, tu vas sur YouTube, tu regardes un truc sur YouTube ou quoi que ce soit. Les pubs de M6, si tu n'es pas sur la fenêtre de la pub, elle se met sur pause. Tu es obligé de la voir. Bon, rien m'empêche, moi quand c'est comme ça, je vais aux toilettes, j'en profite pour faire ce que j'ai à faire ailleurs que sur le PC, mais bon, je trouve que c'est quand même salaud, parce que là on t'oblige à la regarder, alors que TF1, bon, tu peux aller sur YouTube, tu vois, tu changes d'anglais, c'est pas très grave. Avec M6, non, ça marche pas comme ça, tu changes pas d'anglais, parce que sinon la pub elle se met en pause. Donc voilà. En tout cas, je trouve l'idée plutôt sympa. En plus, j'ai vu qu'il y aura Gabriel et Florian, qui est moi mon binôme préféré, toutes saisons confondues, que j'ai vu. Donc ça va être très très cool. Mon binôme d'inconnus préféré. Et en plus, pour Riyad et Louison, c'est peut-être le deuxième meilleur binôme d'inconnus de Pékin Express, selon ma sensibilité à moi. Et du coup, ben, je me dis, j'ai très très hâte de voir l'épisode où Riyad et Louison vont affronter Florent et Gabriel. J'ai trop trop envie de voir cet épisode-là. Parce que c'est vraiment deux binômes qui sont vraiment bon délire et tout, donc hâte de voir ça. Mais aujourd'hui, c'est Samuel et Ludovic qui affrontent Riyad et Louison. Donc, de ce que j'ai compris, ils ont été finalistes d'une saison et ils ont gagné un All-Star. Mais on nous dit qu'ils ont également le record d'étapes participées avec 29 étapes dans lesquelles ils ont participé. Donc, à mon avis, ils ont dû faire plus qu'un seul All-Star. Ils ont peut-être dû en faire au moins deux, hein. Euh, ouais, je pense qu'ils auront dû. Parce que là, en gros, ils disent que c'est leur 30e étape auquel ils participent. Donc je pense que ouais, ils ont bien dû faire au moins 3 saisons, hein, je pense. Bref, en tout cas, les frères belges, binôme iconique que personnellement je n'ai pas connu, parce que ben, ils ont fait leur première saison et leur All-Star dans des saisons que je n'ai pas pu voir. Et du coup, même Stéphane que je leur dit, ça fait très longtemps que vous n'êtes pas revenu et tout, bah, effectivement, euh, moi je n'ai pas de souvenir d'eux, malheureusement. Pour la course, en fait, ça fonctionne comme un duel final, mais avec deux épreuves. En tout cas, pour cet épisode-là, je sais pas comment ce sera pour les autres, si c'est exactement le même système. Mais en gros, ils partent jusqu'à un lieu de mission. Donc, Riyad et Louison vont partir très très vite, tandis que les frères belges vont galérer à partir. Donc, Riyad et Louison arrivent à la première mission. Donc, la première mission, c'est d'être dans une sorte de sac de jute, une sorte de sac à patates et d'aller jusqu'à un tas de grains où il y a des grains de café. Puis, une fois que c'est fait, ils doivent revenir, le moudre. Ensuite, et ensuite, une fois que c'est fait, faut ils ont un petit bocal avec un trait rouge et ils doivent faire en sorte que ça atteigne le trait rouge. Donc voilà. Une fois que tout ça est atteint, ils peuvent repartir. Donc pour Riyad et Louison, ils vont devoir faire deux allers-retours pour remplir leur pot, surtout que comme ils sont tous les deux assez mastoc, ben, ils galèrent à se déplacer. Tandis que Samuel Ludovic avait beaucoup de retard. Du coup, eux, ils vont avancer beaucoup plus vite.
Enfin, oui, ils vont avancer beaucoup plus vite et ils vont même réussir à remplir leur bocal en un seul aller en faisant une stratégie différente. C'est-à-dire que là où Riyad et Louison se sont dit, bon, comme Riyad a des grandes mains, on prend un peu comme on peut et on avance comme on peut. Là où les frères belges se sont dit, on fait la technique du tractopelle, donc en gros, on en prend une grosse masse, on fait en gros une grosse pile sur la main et puis on avance, on essaie d'en faire tomber le moins possible de la pile. Et du coup, ça s'est avéré payant parce que eux, ils ont fait qu'un seul aller-retour. Donc ils partent tous à peu près au même moment, même si c'est Riyad et Louison quand même qui partent en premier, qui doivent aller à un deuxième lieu de mission, et dans ce lieu de mission, ils doivent demander de l'eau, préparer du café avec du coup le café qu'ils viennent de moudre, et le faire boire entièrement. Alors ils ont 3 tasses de café, et ils doivent faire boire les 3 tasses entièrement. Une fois que tout ça c'est fait, comment dire, ils doivent repartir jusqu'à Stéphane. Riyad et Louison vont décider de faire un café chaud, donc déjà ils vont galérer à trouver quelqu'un pour leur préparer du café. Le fait de le faire chaud, bah, ils perdent du temps à chauffer l'eau et tout. Là où les frères belges vont être plus malins, c'est qu'eux ils vont faire du café froid, donc ils perdent pas de temps sur le fait que bah, de chauffer de l'eau ou quoi que ce soit. Ils prennent de l'eau, ils arrivent à trouver de l'eau, clac clac clac, ils le font froid, ils le font boire et ils repartent en premier. Là où Riyad et Louison partent en deuxième, avec le temps qu'ils ont perdu, et du coup, bah, cette première mission est gagnée par les frères belges qui avaient déjà gagné une saison et qui ont montré que malgré le fait qu'ils n'ont pas participé depuis très longtemps au programme, eh ben, ils ont encore ça dans le sang, puisque bah, ils vont gagner chacun un petit badge qui montre qu'ils ont vaincu Riyad et Louison. Donc voilà, c'était très cool. Voilà, on a eu un peu, on a retrouvé un peu les Riyad et Louison qu'on connaissait avec Riyad qui va faire peur à une voiture quand les frères belges vont vouloir en prendre une. Enfin bref, les trucs un peu classiques hein, du binôme et tout ça, c'était vraiment pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Le seul truc un peu dommage, c'est qu'en fait, en dehors des pubs, l'émission est également entrecoupée de plein de petits trucs. Donc on a vu par exemple les membres de la saison passer les castings et tout. Bon, personnellement, je trouve pas ça hyper intéressant, même si c'est sympa de voir comment ça se passe. Enfin, du moins pour la phase finale, hein, parce que ça c'est que la phase finale du casting. Voilà, quand on reste que les dernières personnes à sélectionner. Il y a aussi eu les petits moments de ce qui s'est passé pendant le trek, des trucs comme ça, des petits moments dans la famille, enfin bref, ils ont rajouté quelques petits trucs qu'on voit pas dans l'émission, mais j'ai pas trouvé que c'était non plus un si bon complément que ça. Il y a aussi eu le PK moyen de Space Baby TV qui est vraiment très drôle, donc ça c'était plutôt sympa. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire, très bon épisode. La semaine prochaine, ce sont les frères bûcherons qui affronte Riyad et Louison. Et à mon avis, là, on va vraiment bien s'amuser parce qu'on a quand même deux sacrés binômes aussi. Et j'ai assez hâte de voir ça. De toute façon, le seul binôme que je n'ai pas hâte de voir, je suis désolé pour Vanessa, mais c'est le binôme Étienne et Vanessa. C'est le seul que j'ai pas hâte de voir parce que Étienne, bah, à chaque fois, il me gonfle avec ses réflexions et tout. Alors que Vanessa, elle est toute gentille et vraiment, j'aime beaucoup Vanessa. Mais malheureusement, le fait qu'elle soit à nouveau avec Étienne, bah, ça fait que j'ai moins hâte de les voir. Alors qu'à côté, il y aura aussi Denis, et je sais plus, je crois que c'est Denis et Julie qui seront là, qui est un des meilleurs binômes aussi, enfin bref. Il y a aussi bah, du coup le patron avec Céline et tout qui seront là. Enfin bref, on va avoir des sacrés adversaires pour y a des Louison que j'ai très hâte de voir. Bref. Pour revenir sur les binômes, pour l'instant j'ai pas spécialement de favoris parce qu'en fait on n'a pas grand chose à dire sur les binômes. D'un côté on a Moad et Ludovic qu'on a pas mal vu, plus Ludovic que Moad, mais je trouvais qu'en tout cas c'est un bon binôme d'inconnus. Voilà, et j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner, même si voilà, pour l'instant c'est sympa, mais on verra. Matteo Esmeralda, les cousins belges, bah, on n'a pas vu énormément de choses, donc voilà, c'est sympa, mais on n'en a pas vu grand chose. Un peu plus de Matteo, parce qu'il a fait le duel final, mais Esmeralda, on l'a pas vu tant que ça. Max et Hélène, comme je disais, eux, bah, c'est difficile de s'attacher à eux dès le début, parce que bah, en fait, ils font juste la première partie d'étape. Ils gagnent le voyage en Tanzanie, le voyage au Kilimandjaro, et puis on les revoit quasiment pas. Alors on fait un rappel qu'ils sont là-bas, mais on voit pas vraiment comment se passe leur partie à eux. Et même quand on est dans le qui peut vaincre Riyad et Louison, bah même eux, ben
on les montre pas beaucoup plus que ça. Donc en fait, Max et Hélène, ils ont montré qu'ils ont été forts sur le début, mais après, bon, on les a quasiment pas revus, donc s'attacher à eux, c'est très compliqué. C'est comme ceux qui étaient très attachés à Emma et Jérôme, si je me trompe pas sur le nom du père. Pareil, pour moi, c'était trop compliqué de s'attacher à eux, parce que les mecs, ils allaient jusqu'à l'immunité, ils gagnaient l'immunité, puis du coup, après, on les revoyait plus. Donc pour moi, c'était difficile de s'attacher à des gens, bah, du coup, qu'on voyait quasiment pas dans les épisodes. Là, Max et Hélène, ça a été le cas actuellement là, à voir comment ça donnera par la suite, mais c'est vrai que du coup, bah, pas facile de s'attacher à des gens qu'on ne voit quasiment pas. William et Christophe, pareil, on les a très peu vus. On sent que voilà, c'est un peu le profil des frères bûcherons, voilà, des frangins qui se rentrent dedans et tout. Voilà, à voir ce que ça va donner. On les a un peu montré sur le trek où il y avait le côté marrant, où le gars fait oula, si on la pas ma valise correctement, ma femme elle va me tuer et tout. Ça c'était marrant. Et après, bon, les accidents pas revus, si, le moment où ils veulent arrêter la voiture mais qu'ils parlent pas anglais donc ils n'y arrivent pas, ça c'était marrant aussi. Mais je veux dire, voilà, c'est quasiment les seuls moments où on les a vus et où on se souvient d'eux. Bon. Les copains geeks, on les a un peu plus vus, c'était sympa. Bon, aussi parce qu'ils ont fini au duel final et tout. Après, c'est pas l'équipe, je pense, que je soutiendrai le plus, mais je la trouve sympa. Voilà, je la trouve sympa. À voir ce que ça donnera. Voilà, même s'ils font un peu trop cliché geek, je trouve, dans le sens où tu vois, c'est des geeks, mais qui sont pas très sportifs, pas très malins, hein, quand tu les vois là, avec le matelas là, qui est enfoncé comme ça dans l'eau. Bon, voilà, j'ai un contre eux, ils sont divertissants, mais tu vois, c'est pas. D'ailleurs, je crois que je me suis trompé, c'est eux qui sont retrouvés chez l'habitant qui pouvaient pas leur donner grand-chose à manger. J'ai confondu Enzo et Moad, je suis désolé. Mais c'est vrai que voilà, je trouve qu'ils font un peu cliché geek, alors que le geek, c'est pas juste le mec qui reste chez soi et qui fait pas grand-chose. Il faut pas confondre le geek et le gamer. Il y a des gamers qui sont geeks, mais tous les geeks ne sont pas gamers. Bref, moi-même, je joue un peu à des jeux, mais je suis principalement geek. Voilà. Mais, mais voilà. Et je suis un geek, mais c'est pas pour ça que je reste enfermé dans ma chambre à jouer à des jeux, à faire des jeux de société, à regarder des trucs de la culture geek, tout ça, hein. Je suis également très sportif. Voilà, dans ma ville, dans le club où je suis de multisport, j'ai gagné 2 fois le tournoi de fin d'année. La dernière fois, j'ai fini deuxième du classement. Je veux dire, voilà, c'est parce que je suis un geek que à côté je peux pas être sportif ou quoi que ce soit. Tu vois, t'as un peu le cliché des geeks, voilà, qui sont pas très sportifs, qui sont pas très, voilà. Alors que non, je veux dire, pareil, mon coach sportif, c'est un gros gamer, c'est un gros geek. Et pourtant, il est coach sportif. Je veux dire, voilà, faut arrêter avec les clichés, tu vois, que les geeks ou les gamers, c'est les mecs qui restent dans leur fauteuil. Alors oui, quand tu vois ceux qui traînent pendant des heures et des heures sur Twitch, oui, bon, ceux-là, effectivement, ils sont un peu clichés. Mais je veux dire, les geeks, c'est pas que ça. Quand tu regardes Link de Wonky Studio, le mec qui fait de l'escalade et tout, il est méga sportif, alors que ça reste un gros gamer. Donc voilà, faut arrêter avec les clichés et tout. Et le problème, c'est que la télé est là, elle te rebalance les clichés et tout. Mais c'est pas ça, les clichés. Voilà, je veux dire, imaginons demain, je vais faire Pékin Express avec mon coach. Pareil, on serait vendu comme des gros geeks. Et pourtant, en termes de performance physique, on serait là, quoi. On donnerait à fond. Et je dis pas qu'on serait meilleur que tout le monde, mais je veux dire, voilà, on serait pas les mecs qui galèrent derrière, hein. Voilà, quoi. Donc ça, je trouve que c'est le binôme est bon, mais je trouve dommage que ils ont pris des gens vraiment très clichés pour créer le binôme, quoi. Enfin, comme binôme. Ensuite, on a Patricia et Adrien, les amis avec 30 ans d'écart, pas vraiment mon binôme préféré. Patricia qui gueule tout le temps, je déteste les gens qui crient. Il y a même pas certains des youtubeurs les plus connus comme Squeezie, Michou, tout ça, je ne regarde pas. Bon, déjà parce que Michou et tout, c'est quand même une communauté très jeune, voilà, des vidéos pour gamins, hein, très clairement. Mais surtout les gens qui gueulent dans leurs vidéos, juste envie de leur foutre des baffes, ça m'énerve. Voilà. Et le truc, c'est que Patricia, elle gueule beaucoup et moi, ça me dérange. Parce que tu vois, t'as les gens qui gueulent parce qu'ils s'engueulent, à la limite, oui, mais gueuler juste quand tu parles aux gens, ça me saoule. Voilà. Donc, je suis désolé, Patricia, voilà, vous êtes sûrement une très gentille dame, mais moi, c'est un profil de personnes avec lesquelles j'ai du mal. Voilà. Donc voilà, bah, moi par contre je me suis beaucoup posé la question, ils sont devenus meilleurs amis parce que Adrien était meilleur ami de son fils. Mais je me demande, le fils, il est où? Est-ce qu'il est toujours meilleur ami avec le gars ou est-ce qu'il est disparu? Enfin,
pour pas utiliser un terme plus fort. Bref, je sais pas, c'est parce qu'il va y a beaucoup qui sont devenus amis grâce au fils, mais la vraie question, moi j'ai pas à te poser la question, mais le fils, est-ce qu'ils sont toujours amis? Est-ce que voilà, je sais pas pourquoi, c'est une question que je me posais. Étienne et Judith, pareil, couple du Nord. C'est comme Max et Hélène, pareil, ils ont fait la première étape, ils ont gagné l'immunité, ensuite ils ont pris le choix de ne pas faire la course, enfin tu vois, de se poser, d'aller tranquillement, du coup on les a pas revus non plus. Donc on les a revus à peine un tiers, allez, presque la moitié de l'épisode, mais bon, où tu te dis, il faut caser quand même 10 binômes, bah du coup, pareil, on les a quasiment pas vus, donc difficile de s'attacher à eux, même s'ils ont l'air très cool. On a Cécile et Marion, que j'ai trouvé plutôt sympa. Euh, D'ailleurs, je sais plus si c'est Cécile ou Marion qui m'a un peu fait penser à moi. C'est que, par exemple, au niveau, enfin, j'ai du mal à aller dans la mer ou des rivières, des trucs comme ça, des lacs, parce que je ne vois pas ce qu'il y a dedans. Je peux aller à la piscine tranquille, je sais que c'est pas forcément la meilleure eau pour le corps et tout, mais je peux aller à la piscine tranquille, franchement, pas de souci. La mer et tout, aujourd'hui j'y vais plus parce que je vois pas où je mets les pieds, je stresse, s'il y a un truc qui me touche et tout, c'est pas possible. Et quand on l'a vu dans l'épisode, c'est la seule qui a réagi comme ça. Quand on a vu le truc de Riyad et Louison, ils ont montré aussi que les autres aussi ont réagi à ce qu'il pouvait y avoir dans l'eau et tout. Mais c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, ah, ça me rappelle des souvenirs, voilà. Mais binôme que j'aime bien, assez forte, sans forcément être les meilleurs, mais voilà, plutôt sympa, et que du coup qu'on a pu voir un petit peu, moins que moi et Ludovic, que je trouve qu'ils sont ceux qu'on a le plus vus, mais voilà. Lionel et Eva, le père et la fille, pareil, on les a pas énormément vus. Bon, après on a une histoire assez particulière avec le père qui a un cancer et tout ça. Donc j'espère qu'il va bien parce que ben du coup moi j'ai déjà perdu enfin mon père, c'est pas mon père biologique mais la personne qui m'a élevé que je considérais comme mon père, donc qui est décédé d'un cancer. Maintenant ça va faire 7 ans au mois de mars. Donc je sais ce que c'est de vivre avec quelqu'un qui a un cancer et puis bah, finalement qui en décède et tout ça. On sait qu'il y a des périodes hautes, des périodes basses, que c'est pas toujours facile. Donc voilà, ça fait un peu bizarre de voir un profil comme ça. Bon, on avait déjà eu Bertrand Camel hein, qui était aussi comme ça. Alors je sais plus si c'était lié à un cancer, mais voilà, qui avait pas non plus une santé flamboyante dans les quatre terres de mémoire de koh. Donc voilà. Binôme que j'ai hâte de voir un peu plus, mais c'est vrai que ça rappelle quand même des souvenirs qui sont pas forcément des souvenirs qu'on a le plus envie de se souvenir. Alors, c'est pas la faute de Lionel, il est là, il veut vivre le rêve avec sa fille, machin, c'est très très bien, mais c'est vrai que quand on a vécu cette chose de vivre avec une personne voilà, qui a un cancer qui en décède, ben, c'est vrai que bah, automatiquement, quand à l'écran nous met quelqu'un qui a un cancer et tout ça, dans la fiction ça me fait rien, parce que la fiction je sais que c'est fake, j'en ai rien à foutre. Mais c'est vrai que là c'est quand même une personne vraie auquel on peut s'attacher, et peut-être apprendre dans quelques années que la personne est décédée de son cancer s'il y a une rechute ou quoi que ce soit. Et j'avoue que moi ça me... Tu vois, je suis un peu le cul entre deux chaises, d'un côté c'est un biome qui a l'air vraiment très cool, et en même temps, si on s'y attache énormément, bah, on peut y avoir des conséquences parce que bah, les cancers, c'est quand même des saletés. C'est pas parce que tu arrives à en être débarrassé un temps. Moi, mon père, c'était ça. D'abord, ça commençait dans le côlon. On pensait que ça allait aller en enlevant des. Parce qu'ils ont fait des plein de trucs, ils ont enlevé des bouts et tout. Et puis, bah, finalement, le cancer, il est monté dans les poumons, puis généralisé. Et puis voilà. Donc, même si on pensait qu'au bout d'un moment, bah, c'était cool, tout allait mieux, bah, au final, voilà. Bon, après, ça a pris des années et des années, hein, ça s'est pas fait comme ça en un claquement de doigts, hein, ça a bien duré au moins entre 4 et 6 ans, hein, comme ça. Mais, euh, mais voilà, c'est juste que là, je me dis, on va s'attacher à quelqu'un, comme pour Bertrand Kamal dans koh, on s'est attaché, et puis bah, très peu de temps après, bah, tac, on a appris une mauvaise nouvelle. Moi, c'est une chose qui me fait un peu peur pour ceux qui vont vraiment s'attacher à ce personnage. Enfin, cette personne, parce que c'est même pas un personnage, c'est une vraie personne. Donc voilà, moi c'est un binôme, voilà, je suis un peu partagé. Et on a ensuite Amandine et Allison, les mamans jumelles, pareil qu'on a un petit peu vu aussi, voilà, un peu avec les familles, dès qu'il y avait des enfants, de toute façon on les montrait elles, et ensuite parce qu'elles ont gagné l'étape. Donc voilà, binôme qui peut être sympa, voilà, les mamans jumelles.
Donc voilà, donc c'est vrai que quand on regarde de manière générale, ben, ce qui est bien, c'est qu'on a essayé de montrer tout le monde, ça c'est une bonne chose, et en même temps, ben, en ayant essayé de montrer tout le monde, ben, au final on n'a pas vraiment d'attache envers les binômes, alors peut-être que vous en avez, moi en tout cas non, je n'ai pas vraiment d'attache, et bah, du coup je vais attendre les prochaines semaines avant d'avoir un ou deux binômes favoris. Voilà. Donc, je suis désolé pour l'intro qui a été très longue. Voilà, c'est comme ça, mais il fallait quand même que je le dise, que j'explique pourquoi. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, et puis on se dit à très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.